Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Bienvenue à votre décryptage, le décryptage avec notre consultant politique Agapit Napoléon Wafor. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est le 23 mai 2021, dont jour où Patrice Talon entre officiellement en fonction pour son deuxième quinquennat. Et justement, nous parlerons de tout ceci avec notre consultant politique Agapit Napoléon Wafor qui est déjà avec nous. Bonsoir à vous. Bonsoir Romiad, bonsoir à tous nos téléspectateurs. On pourrait dire que c'est désormais formel, c'est officiel. Patrice Talon est investi donc président de la République pour un nouveau mandat. Et puis justement, quand on revisite quand même cette cérémonie de prestation de serment, Agapit Napoléon Wafor, quand il y a une solennité autour, mais pour celui-là qui suit depuis quelques années quand même des cérémonies de prestation de serment, on pourra dire tout simplement, ou du moins d'aucuns estiment que c'est une simple formalité. Non, la prestation de serment ne saurait être une simple formalité. Il faut regarder la solennité, il faut regarder les mots, il faut regarder les formes, il faut regarder les rôles des acteurs. Vous ne pouvez pas dire que c'est une formalité. C'est la plus importante cérémonie républicaine, après l'élection présidentielle, la plus importante, la plus grave cérémonie. Puisque c'est à cette cérémonie que celui qui a gagné l'élection présidentielle entre en fonction. C'est là qu'il prend une de lourdes charges, de défendre la Constitution, de respecter la Constitution que le peuple s'est donnée, de défendre l'intégrité du territoire national. C'est quand même des charges énormes. Et qu'en cas de parjure, qu'il subisse la rigueur de la loi. Je ne sais pas si c'est pas resté dans le discours, mais voilà, c'est des choses totalement graves pour qu'on puisse parler de cette formalité. Voilà. Il y a tout de même, quand on voit ceux qui participent, on pourrait dire que même ceux qui ne partagent quand même pas les idéaux donc de Patrice Talon, de gouvernance de Patrice Talon pendant le premier quinquennat, ils ont tout de même participé et ça apporte forcément quelque chose à notre démocratie. Ce n'est pas un meeting de Patrice Talon et de ses alliés, c'est une cérémonie républicaine. On n'a pas fait un test psychosocial pour pouvoir savoir qui est Patrice Talon, qui le soutient réellement, qui est contre lui. C'est une cérémonie républicaine. Elle est solennelle, c'est l'entrée en fonction du président de la République. Et lorsqu'on parle du président de la République, ce n'est pas le président de son clan, ce n'est pas le président de son parti, c'est le président de la République du Bénin. Donc, il faut entrer dans la solennité et dans le symbolisme de la cérémonie pour comprendre que tous ceux qui sont républicains, tous ceux qui sont épris des valeurs de la République, de la démocratie de l'État de droit, ils devraient y être, leurs fonctions les y amènent. Parce que vous comprenez que, comme je dis, ce n'est pas un meeting. Ce n'est pas non plus un spectacle où on occupe le stade de 80 000 places. Ceux qui sont conviés sont des personnalités dont les missions, en dehors du peuple, des corps constitués, des autres, il y en a où la charge oblige à y être, vous devez y être. Très bien. Est-ce que le discours qu'on prononce lors de cette cérémonie de prestation de serment engage forcément le président de la République? Le discours n'engage pas. C'est un discours qui oriente. C'est un discours de celui qui arrive. C'est l'idée qu'il se donne de ce mandat. Et Maître Jacques Binga a très bien fait, dans l'élément qui est passé en matinée, il a très bien fait de faire la séparation des deux. Parce que on a parlé d'un seul mandat. Exactement, je voudrais vous lancer sur cette question. Mandat unique et que non, ça, la trahison serment, non, du tout. Le serment est dans la Constitution depuis 1990, devant Dieu, les membres de nos ancêtres et le peuple béninois tout entier. Seul détenteur de la souveraineté nationale. Et les engagements concernent la mission, le respect de la Constitution, qui est en cas de parjure, qu'ils subissent la rigueur de la loi. Voilà. Nulle part il n'est dit le nombre de mandats. La Constitution a parlé du mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Donc, il ne peut pas faire un serment contraire à la Constitution. Par contre, lui, il dit durant ce mandat, et c'est ça que M. Miga avait expliqué. Donc, le discours n'est pas obligatoire. Le serment est impératif. Et son texte ne doit souffrir d'aucun manquement. La preuve. Tout à fait, nous avons connu. En 1996, quand M. Kérékou a laissé volontairement les membres de nos ancêtres, la Cour constitutionnelle l'a obligé à reprendre son serment. Donc, le texte du serment l'oblige. Mais le discours n'est pas obligatoire.
En 91, le président Soglo, très malade, n'a pas fait de discours. Très très malade, il n'a pas fait de discours. En 96, Mathieu Kérékou a fait un discours prolixe. Voilà, un peu de tout, il revenait d'arriver, et puis bon, voilà. Donc, je parle de ces deux cas, puis après, bon, en 2001, il a fait un bon discours globalement. Regardez, comme je dis, la France, dont nous avons copié quand même ce caractère purement monarchique de la prise de fonction présidentielle, vous regardez, c'est un peu ça. Le premier discours du président, c'est en ce moment-là, quand il entre en fonction. Les États-Unis font également la même chose. Donc, un discours du président. Voilà, parce que c'est le moment quand même qui s'adresse. On veut l'entendre. On veut savoir On veut voir l'orientation. L'orientation qu'il veut donner à son mandat. Voilà. Je me rappelle en 96, Mathieu Kérékou donnait ce mandat sur le signe de la protection de Dieu. Tout à fait. Puisque nous parlions donc du discours, Patrice Talon a quand même précisé que c'était son ultime mandat. Patrice Talon estimait, ou du moins a précisé que c'était son ultime mandat. Était-il opportun de le préciser? Mais s'il a jugé utile de le mettre, moi je pas. Ce qui est dans le discours, c'est ce qu'il a jugé utile de mettre. Donc il ne m'appartient pas moi de le juger. Nous posons la question au consultant politique. Puisque c'est lui qui juge de l'opportunité, c'est lui seul qui juge. Donc lui, il a estimé qu'il faille le dire. Vous savez, moi, ce débat récurrent sur est-ce que dans 5 ans il partira, est-ce qu'il n'y aura pas révision de la Constitution, moi, je n'ai pas de position dogmatique. Vous savez que nous aimons la polémique pareille. Oui, moi, je n'ai pas de position dogmatique sur la question. Pour moi, un peuple se donne les faits dirigeants, se donne les textes, les valeurs, les moyens, les repères. Donc, si les dénonciations de ce principe mandat, si c'est le peuple, le peuple estime que c'est ça qu'il leur faut pour avancer, moi je n'ai pas de position dogmatique. Je suis pour le respect des règles du jeu. Les règles du jeu, c'est qu'à l'étape actuelle, nous avons une constitution qui a dit que nul ne peut faire plus de 2 mandats présidentiels. On l'a ajouté de toute la vie. Notre président a rassuré devant la presse internationale qu'il ne touchera pas à la Constitution pour ça. Le président a veillé à respecter la Constitution durant tout son quinquennat. Le seul, quand les gens veulent polémiquer sur la question du mandat unique, mais c'est à eux. C'est l'amnésie ou la mauvaise interprétation, la mauvaise foi des gens qui les empêchera de dire que le président a rempli sa part de la mission. Il a proposé un texte de révision constitutionnelle qui a intégré le mandat unique et que les gens ont rejeté. Et il a dit il n'ira pas contre la volonté du peuple. C'est la seule tentative qu'il a faite. Et après, c'est les députés qui ont continué. Donc, moi, je n'ai pas de raison de douter. Donc, il sait pourquoi il a mis mandat, ultime mandat. Moi, je ne peux pas. Parce que ça dépend intrinsèquement de lui. Ça dépend. Une volonté de continuer dépend intrinsèquement de lui. S'il veut, mais on questionnera le peuple. On questionnera le peuple. Il n'y a aucune forfaiture à le faire. Aujourd'hui, notre constitution l'empêche. Il n'est pas impossible de changer de constitution. Il n'est pas impossible. C'est la constitution qui est là qui le dit. Mais on peut changer de constitution. Mais est-ce que le faire à tout moment, mais est-ce que ça ne gêne pas? Moi, je ne suis pas là pour dire qu'il faut qu'on change de constitution. Je dis on peut le faire. Il ne faut pas que nous nous enlisions, que nous nous enfoncions dans des habits qui nous servent au point où on a du mal à bouger. La constitution est une créature humaine. Aussi longtemps qu'on vit, on peut la toucher, on peut la retoucher. La question, est-ce que c'est opportun? Ça, c'est l'autre question. Parce que quel que soit comment on va la retoucher, quelle que soit notre utilité, quel que soit tous nos talents, quel que soit tous nos savoir-faire. Certains ne seront pas. On n'est quand même que des hommes. On vit à titre précaire, révocable. On a beau être utile, on disparaîtra un jour. C'est clair. Voilà, donc, il faut relativiser tout. Moi, je n'ai pas de position dogmatique. Je crois au président de la République quand il dit ultime mandat. C'est dans le cadre de la prescription de la Constitution actuellement. C'est dedans. Donc, il n'y a rien de nouveau. Et après, on est ici aujourd'hui, on sait pas que dans 5 ans,
ce qui va se Ce qui passer. va se passer. Quoique, moi, je ne suis pas dans l'antre présidentiel, dans les couloirs présidentiels pour pouvoir. Je ne suis pas un acteur majeur de l'analyste. Si, tout est possible. Voilà. Agapit Napoléon Mafogan, quand on écoute quand même le chef de l'État à travers ce discours, et lui-même il a d'ailleurs martelé, et depuis quelques jours, on pressent justement cette empreinte-là pour ce second quinquennat, c'est bien une gouvernance empreinte à quand même, ou du moins comme lui-même le dit, un mandat hautement social. Chacun de nous a tout de même sa compréhension du social. J'ai bien l'impression que nous ne faisons pas l'unanimité autour de ce qu'on appelle social. On a même entendu parler dès les premières années donc, de sa gouvernance que l'argent ne circule pas. Pour certains, le social, l'appréhension qu'ils ont, c'est bien que l'argent doit circuler. Est-ce que quand le président Patrice Talon dit un mandat hautement social voudrait signifier que l'argent circulera? Il va falloir laisser le prochain ministre des Affaires sociales, les prochains ministres décliner la pensée présidentielle. Mais je ne pense pas que mandat hautement social voudrait dire le désordre auquel il a mis fin, la gabégie, la corruption, la concussion, tout ce que nous avons, tout ce dont on était familier et que dans lequel chacun baignait sans aucune pudeur. Je pense pas qu'il reviendrait là-dessus. Il a remis l'accent sur la consolidation des acquis, la poursuite de la lutte contre la corruption, la sélection des finances publiques. Je ne le vois pas en train de relâcher en si bon chemin, ce qu'il a très difficilement construit, parce que ça n'a pas été facile du tout. Il y a eu tellement de résistance qu'il ne peut pas reculer en si bon chemin. Cela dit, il y a beaucoup de projets sociaux qui ont été lancés et qui font connaître leur heure de gloire, on peut le dire. Le projet H n'a pas encore donné ses résultats. Ça a connu une phase pilote. Les écoles de métier, dont le projet de l'adéquation formation-emploi a essayé de rapprocher la formation professionnelle, la formation des besoins de l'emploi. C'est du social. C'est du social. Les infrastructures, la santé, l'éducation, les cantines scolaires, au niveau de l'état civil, le travail que fait l'ANIP aujourd'hui. Quand vous regardez les embryons sont déjà là. Donc quand le président parle de mandat, c'est pas qu'il va distribuer de l'argent, je ne pense pas. Peut-être, au niveau de la section des marchés publics, peut-être qu'il y aura quelques ouvertures vers d'autres types donc, de partenaires. Parce que ce que les gens ont reproché, c'est que bon voilà, ça ne circule pas. Il y a beaucoup de gré à gré, il y a ci et ça. Oui, ça a permis au gouvernement de confier des marchés à des gens qui peuvent l'exercer dans de bonne qualité, dans des délais normaux et sans bouffer l'argent, sans créer des éléphants blancs, comme on a à l'entrée de la ville de Porte-Novo. Donc, le quinquennat était un quinquennat sérieux, où la rigueur, la fermeté et la vision des actions axées sur les résultats a été telle qu'il y a eu du palpable, du concret. Sur cette base, donc sur la base de ces acquis, le président peut lancer de nouveaux projets, en ouvrant un peu la brèche pour que les couches déshéritées soient directement impactées. La croissance est maîtrisée, malgré Covid et la fermeture avec le Nigeria. Tout ça montre le niveau de résilience donc de notre économie, mais également de tout le peuple, le mental. Et lorsque le chef d'État, dans son discours, parle de sa fierté, il y a de quoi. Il y a de quoi. Au moment où il prenait le pays était en lambeaux. Des actions commencées, jamais fermées. Des anciens reversés sa situation. Et un état de décrépitude et de résignation totale dans l'administration publique. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord que beaucoup de choses ont changé. Sur cette base, le président engage le pays vers des actions sociales majeures. Donc, attendons de voir. Ça ne veut pas dire que je ne le pense pas, qu'il relâchera la lutte contre la corruption, mais je pense qu'il a son idée. Et la petite que j'ai, c'est que des embryons étant déjà en place, il va falloir faciliter, comme dirait l'autre, la fécondation, pour qu'il y ait croissance de ces projets et que les populations puissent
être impacté directement. Pourtant, certains estiment que justement, il faut qu'on... Et on a entendu des personnes qui ont assuré ou assumé de lourdes responsabilités à la tête de ce pays, estimant que justement, qu'il faut injecter de l'argent frais quand même pour pouvoir contribuer à une poche pleine des populations. On a entendu des anciens ministres, par exemple. Autrement, il faut distribuer de l'argent. L'État est devenu une caisse de solidarité pour partager l'argent à qui? En fait, je vous donne une illustration qui a été donnée dans le temps, par exemple. Oui. Les fonctionnaires qui devront, par exemple, aller au marché Saint-Michel et en allant au marché Saint-Michel, certainement, ça tombera dans les mains de celui qui fait non, un certain nombre de choses. On donne cette illustration, par exemple. Les fonctionnaires ont cessé d'aller au marché Saint-Michel. Ils ont tout aidé. Ils étaient à Gbogbarou, ils étaient à Wangbot, qui a été rénové. Ils étaient à Wando, à Porto-Novo. Est-ce que les fonctionnaires ont cessé d'aller au marché? Je ne comprends pas. Pour moi, je pense que dans aucun pays, l'État ne distribue de l'argent. Dans aucun pays, l'État ne distribue. L'État ne peut pas faire tourner la plaque à billets. Il va croître l'inflation. Et regardez, oui, la gestion stricte que le gouvernement a faite de Covid-19. Voilà une pandémie dont qu'on n'a pas vu venir, mais que le gouvernement a géré avec maestria, de main de maître. Ça montre quoi? Ça montre que le gouvernement sait utiliser le sous. Ça, c'est pas du social. Les tests gratuits, la prise en charge gratuite, la vaccination gratuite. Dans ce pays, on a refusé de tout confiner, de fermer. Et on a maîtrisé quand même la pandémie. C'est ça, un gouvernement. Donc, je ne sais pas si le social, c'est partager l'argent. L'argent va servir à faire quoi? Aller au marché Saint-Michel et après. Non. Lorsque l'argent circule, oui, c'est normal que quand ça vous quitte, ça descende vers vos plus proches collaborateurs, qui eux-mêmes descendent vers leur famille, ou ça descend vers le menuisier du quartier, la vendeuse du maïs, la vendeuse de bananes, ça descend vers le marché, ça remonte vers, je ne sais pas, l'immobilier, ça tourne de l'autre côté vers les jeux, et ainsi de suite. Et ça revient vers vous. Enfin, un peu plus sale que c'est parti, ou plus chiffonné, mais bon, ça garde la même valeur. Ça revient quand même, hein? Ça garde quand même la même valeur. Ouais, tout à fait. Écoutez, l'infrastructure, un certain nombre qui n'est pas heureux aujourd'hui de circuler dans Cotonou, notre aéroport, qui n'est pas fier d'atterrir dans l'aéroport de Cotonou, qui d'ailleurs, événement qu'on a très peu commenté, qui a reçu une certification. Jeudi dernier. Mais donc, il s'est modernisé. Ça n'a rien à voir avec l'aérogare qu'on avait, ou l'aérodrome qu'on avait dans les années, il y a 20 ans. L'aéroport s'est métamorphosé. On n'a pas encore parlé de l'aéroport de Glodjigwe. Les marchés rénovés, les infrastructures, ainsi de suite. C'est ça. Donc, plus c'est accessible, plus c'est moderne, plus l'eau ne stagne pas, plus ce sera utilisé et plus les gens seront moins malades, pas de moustiques, pas de palud, et ainsi de suite. L'eau pour tous, pas de bilariose, pas de verre de guidée, et ainsi de suite. Vous regardez les impacts, les actions, vous verrez du social. Mais comme je l'ai dit, attendons peut-être de voir le nouveau gouvernement décliner clairement qu'est-ce qui met dans plus de social. Sinon, moi, j'en vois en embryon et je pense que ça va croître et impacter les populations. Très bien. Pendant le premier quinquennat, Patrice Talon, ou du moins certains observateurs ou certains citoyens, ont quand même estimé que l'état de notre démocratie n'était pas celui qu'on rêvait ou que certains rêvaient à la faveur donc de la conférence nationale. Certains se sont posé même la question de savoir est-ce que l'esprit de la conférence nationale y est toujours là. Agapit Napoléon Mafori, quand le chef de l'État
à marteler justement cette ambition donc du Bénin, donc de l'État, du gouvernement, de renforcer justement notre démocratie et de préserver les libertés. Est-ce que je dois parler de l'esprit de la conférence nationale? Ça ne veut rien dire, l'esprit de la conférence nationale. Pourtant, on entend, ça ne veut rien, on entend ça ne veut rien dire. Moi, je vous ai déjà dit plusieurs fois ici que l'esprit de la conférence est une tricherie. À la conférence nationale, il y a ceux qui ont initié les manifestations qui n'y étaient pas, les communistes, qui ont boycotté, parce qu'ils estimaient que c'était de saupoudrage. Par exemple, ceux qui y ont été, il y avait deux groupes. Il y avait Mathieu Kérékou qui a opéré un coup d'état civil, qui a opéré un coup d'état, qui a retiré qui a annulé la constitution, annihilé la constitution, comment dire, il a dépouillé la constitution de sa substance, en utilisant les organes centraux du parti et de l'État, a totalement affaibli, et s'est retrouvé seul maître à bord, comme il était en 72. Donc toutes les forces politiques qui l'entouraient, il les a affaiblis, parce que ces forces étaient déjà totalement faibles. Le marxisme-léninisme sur la base de le socialisme scientifique et le marxisme-léninisme ne pouvait plus opérer, devenait inopérant. Et comme les autres caciques ne pouvaient pas casser même leur propre baraque, Mathieu Kérékou, en tant que président du comité central, chef suprême des armées, s'est pris sur la responsabilité de les réunir, de les mettre devant leur responsabilité et de leur dire de se mettre de côté. Alors, au 7 décembre 1989, on avait Mathieu Kérékou et son armée, pas plus. Un gouvernement démissionnaire qui ne servait plus à grand chose, sauf des ministres de Finances, Fédassi Didier, colonel, qui négociait avec celui du plan qui va devenir après, comment il s'appelle, le cacique du PPB, Simon Ifedi Ogouma. Donc c'est eux qui se vont aller discuter. Après lui, il y aura, ça deviendra Robert Dossou. C'était le colonel Dassi Didier, plus Ifedi. Et puis après, Ogouma a été remplacé par Robert Dossou. Et Dassi est resté, si je ne me trompe. Dassi est resté, il a décédé personnellement. Alors donc, en dehors de eux, le gouvernement n'était plus, il gérait les affaires courantes. Et puis, il fallait bien aller, donc c'est une nouvelle constitution. Comment vous allez le faire? Pour que tout le monde adhère, alors qu'il y avait la pression du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, dans le cadre du programme d'ajustement structurel. Exactement. Il y avait la banqueroute, donc pour qu'on mette de l'argent dedans, il faut que vous puissiez faire des réformes politiques. Les arriérés de salaire. Donc la Convention nationale était imposée, même si le nom n'était pas imposé, il fallait trouver nécessairement un mécanisme pour remettre l'État sur les rails. C'est ça la Convention nationale. Alors quel est son esprit? L'esprit, c'est la loi de Talion. C'est qu'il y avait juste un homme providentiel, moi c'est un de ça, un chef d'État de Mathieu Kérékou, lucide, clairvoyant, qui a compris qu'il ne peut rien, il n'a pas d'argent, il n'a rien. Il a l'armée, et il en était conscient. Donc avec son armée, il a joué les rapports de force. Et les autres étant conscients que sans eux, il ne peut rien, ont joué également leur rapport de force en se proclamant souverain contre sa volonté. Et alors, il lui a imposé un premier ministre, Joseph Soglo, qui détenait tout le pouvoir exécutif. Alors, quel est l'esprit de la Convention nationale? C'est quoi il appelle l'esprit? Une Convention nationale n'a reçu aucun rapport général de la Convention nationale. Quelles sont les legs à la génération future? Quel est le contenu? On ne peut même pas s'entendre sur le contenu, parce qu'il n'y a pas de rapport général. Ensuite, on a bâti une constitution. Justement, sans rapport général, donc, la constitution a imposé un régime présidentiel avec des institutions qui n'étaient pas, avec des limitations d'âge qu'on n'a même pas discuté à la conférence nationale, pour écarter des anciens présidents de la République de l'époque. Et ainsi de suite. Donc, non, pardon, ne parlons plus de l'esprit de la conférence. La conférence nationale est venue comme un moment clé de notre histoire. Mais son esprit est un mauvais esprit. C'est l'esprit de la banqueroute, de la déchéance de l'État, de l'irresponsabilité des cadres, des clans rangés et de la trahison des résultats. Voilà, globalement, l'esprit. Vous voulez qu'on garde ça pendant longtemps? Non, il faut l'oublier. Il faut aller aux valeurs du travail, de l'anticipation. On ne peut pas être surpris au point où l'État descend à ce niveau-là. Ceux qui parlent de l'esprit sont des paresseux, des tricheurs. Il n'y en a pas. Je vous ai dit, comme je l'ai dit, un État ne peut pas descendre à ce niveau. Donc, oublions ça.
et apprenons à la génération montante les valeurs du travail. Ça nous a quand même permis d'avoir le renouveau démocratique. Non, laissez ça. Ça nous a permis d'aller de compromission en compromission, des élections où certaines élections étaient organisées par le ministère de l'Intérieur. On a créé la Sénat, mais à chaque élection, on attaque toujours la Sénat. Sénat 2, déjà, c'est déjà un problème en 96. Ils n'ont même pas pu s'entendre. Il a fallu une cour constitutionnelle terrible, vigilante, avec la brave dame, Madame Elisabeth Poyon. Et son équipe, parce qu'il faut toujours, c'est une équipe. Il a fallu qu'il soit vigilant, sinon ça allait capoter. Qu'est-ce que vous appelez l'esprit de la conférence nationale? Les grèves de chantage à ne pas finir. C'est ça l'esprit de la conférence nationale. Les grèves sans service minimum. Où vous voyez des syndicalistes dire oui, on a des médecins, des syndicats de santé. On dit non, oui, on se fait grève sans service minimum. Des écoles où, au lieu de faire 9 mois de cours, on fait 6 mois de cours, 4 mois de cours, des examens qui ne vont jamais, qu'on organise des extrémistes, des copies qu'on confisque. C'est ça l'esprit de la conférence nationale? Non. Il ne faut pas qu'on récite mécaniquement ce que certains ont voulu. Il y a un ordre constitutionnel qui a été établi en ce moment-là. On devrait aller plus loin en rétablissant l'État dans ses droits, en rétablissant l'État dans sa loge. Mais on ne l'a pas fait. On est resté là pendant longtemps à dire l'esprit de la conférence nationale, l'esprit de la conférence nationale, l'esprit de la conférence nationale. Et on a oublié l'essentiel, le travail. Chacun, partout il passe, c'est comment gagner beaucoup d'argent. Au détriment de l'État. L'esprit de la rupture, oui. Là, on peut en parler. La rupture en esprit. L'esprit de la rupture. On a cru en l'esprit du changement. Parce qu'en 80, pourquoi on a laissé les Rumbedji et Amoussou sur le carreau et on a pris Boni Yahi en 2006. Pour en finir avec toutes ces générations-là. C'est ce qu'on avait dit. On rêvait. On rêvait du changement. On voulait le changement. On voulait autre chose. Pas de cet esprit de la conférence nationale, de cet esprit de tricherie, de négation de l'État, d'absence d'anticipation, de compromission. Non. C'est pas ça qu'on voulait. Vous lisez le discours de Boni Yahi pendant la campagne de 2006. Vous verrez. Mais on a assisté à quoi? Il y avait quelque chose qui était en sa faveur. Vous savez, pour un pays où il y a quand même beaucoup d'analphabètes, on estimait qu'il venait quand même de la BOAD, il venait avec beaucoup d'argent, c'est un économiste, un certain nombre de choses. Vous savez que nous sommes très souvent en phase avec ces choses. Absolument. On le croyait tellement. Et autour de lui, il y avait quand même des gens, des jeunes cadres, il y avait des gens déçus des anciens systèmes. Et le diagnostic était bien fait. Après la mise en œuvre. C'est là la cacophonie. Il était bloqué, il ne comprenait pas. Et il avait un souci de popularité. Je pense qu'il avait un moi trop gros. Son moi, sa personnalité. C'est dommage parce qu'il aurait pu gagner. Tout était là. Il faut qu'un président soit aimé de son peuple. Alors, si vous voulez aimer de votre peuple, vous risquez de ne jamais travailler. Aucun chef. Aucun. Chef de famille, chef d'entreprise, chef de groupe, chef d'équipe, capitaine d'équipe. Si vous voulez être aimé de tous vos amis, vous ne pouvez pas. Vous devez définir la ligne et suivre la ligne. Donc c'est au niveau de la définition de la ligne que vous devez être famille. C'est là qu'il faut jouer à la démocratie. Une fois la ligne tracée, c'est apprendre à laisser. Après, vous n'êtes pas... Il y a des moments d'évaluation. Mais pendant qu'on est en action, on ne peut pas faire deux choses à la fois. Être en action, être en évaluation, non. Non, vous ne pouvez pas danser, vous regardez danser pour changer de pas, non. Or, voulant être vraiment populaire tout le temps, on fait un pas devant, deux pas derrière. Un devant, deux derrière. Donc, on va se retrouver où finalement? Plus derrière qu'on le pensait. On a dit qu'il faut refonder. On y est entré, on a commencé. Et une grosse crise qui revient, 2012, et nous a balancé en 2016. Donc, il faut comprendre qu'on ne peut même pas parler de l'esprit de 2006. On ne peut finalement que parler de l'esprit de 2016, l'esprit de la rupture, l'esprit du renouveau. Regardez aujourd'hui. Quand vous regardez,
vous regardez aujourd'hui, en dehors de la jeunesse, des jeunes que le président Talon a entouré, dont il s'est entouré, les pontes des partis politiques aujourd'hui n'étaient pas loin du système Talon, du système Yahi. Comprenez l'UP. Comprenez l'UP. Bruno Amoussou n'a pas été le soutien des premières heures de Boni Yahi. Mais le PS avec un gouvernement, au premier gouvernement, Tegbé, le ministre Tegbé, Jocelyn. Le PRD est le parti qui est resté le plus en dehors. En dehors du PRD, tous les autres ont flirté avec le président Yahi. Ils sont tous dans l'UP aujourd'hui et le BR. Tous. Je dis tous. En dehors du PRD. Tous, pratiquement. Donc, pourquoi tous lui ont tourné dos? Il y en a qui ont rejoint après la victoire du Talon. Pourquoi? Par exemple, le PRD. Non, le PRD encore, laissons le cas PRD. Le PRD est un cas, on va pas. Le cas PRD est particulier. Je vais peut-être revenir là-dessus tout à l'heure. Mais les autres cas, comment Koupaki, qui a été en bonne position avec lui, 7 ans après lui tourne dos. Kogindro, le ministre d'État, tout le temps. Pourquoi il a tourné dos? Riki Amadougou, qui l'a sorti de je ne sais pas où, pour faire ministre. Il l'a sorti vers la fin. Elle n'a pas doublé, elle n'a pas assez apprécié son candidat qu'elle a choisi. Et c'est encore elle qui va choisir, qui va ramener. Ça nous dit ce qui s'est passé entre temps. C'est ça l'illisibilité du pouvoir Yahi. Le message est là, il dit je vais et vous adhérez. Et puis après vous ne voyez plus rien. Et ça nous a conduit, et ça a conduit son camp aujourd'hui. Aujourd'hui ils sont où? Ils sont sans repère. Parce que le chef ne monte pas la voie. Le chef danse du yo-yo. Il est dans, il n'arrive pas à se, il ne sait pas où il est. Les FCBE ont raté les législatives de 2019. Comment et pourquoi? Alors qu'un accord au Parlement était presque prêt. Signé par leurs militants. Il a dérouté les gens. Et ils ont suivi comme des bêtes de somme. Et ils pensent que c'est en disant, on nous a chassé, on nous a chassé, ils ont fait du bruit, ils ont fait des menaces, ils ont fait du désordre sur le terrain. On a été aux législatives. Et le Parlement est là. C'est ça l'esprit de 2016. C'est ça l'esprit de la rupture. Fini ça. Le chef d'État dit, dialogue politique. Venez, on va se parler. On va corriger ce qui n'a pas pu marcher. Les gens sont allés. Il dit, jamais, nous, impossible, jamais. Dans son cas, certains ont compris que, il faut bien aller. Ceux-là, aujourd'hui, participent à la gestion des affaires politiques. Tout au moins, dans quelques mairies, comme maire, dans quelques mairies comme chef d'arrondissement, dans quelques mairies comme conseillers communaux ou municipaux. Aujourd'hui, ceux-là sont aux affaires comme chef de file de l'opposition. Ils ont dit à l'élection présidentielle. Ils ont voulu faire croire que c'est pas comme si eux ils étaient différents des autres. Comme si il suffit de dire Boni Yahi pour que la nature d'un individu change. Quand vous rejoignez Boni Yahi, vous êtes opposant. Quand vous ne rejoignez pas Boni Yahi, vous êtes troisième force de politique de talon. Comme si un individu est obligé de s'affilier à un autre individu. Mais vous savez que, puisque vous parliez de Boni Yahi il y a quelques instants, vous savez que c'est difficile de faire l'opposition sous nos cieux. Qu'est-ce que c'est difficile lorsque les réformes politiques vous donnent assez d'ouverture comme la loi portant statut de l'opposition qu'on avait avant. Tout comme la loi portant financement des politiques des partis qu'on avait avant. Mais le projet Talon est devenu réalité, est devenu fonctionnel. Les partis, quand les élections intérieures, ont reçu les sous. L'opposition, aujourd'hui, a un chef de file. Comment vous n'êtes pas obligé de faire l'opposition, vous choisissez de faire l'opposition ou de ne pas le faire. On ne vous oblige pas. Vous faites une déclaration d'opposant. Donc, quand vous regardez tout ça, quand on veut parler d'esprit, parlons d'esprit de 2016, qui va rester longtemps aujourd'hui. Parce que ces réformes-là sont actées, ces réformes-là sont désormais en route, et rien ne peut plus les arrêter. On a terminé le cycle de tergiversation, et ce mandat qui démarre ce 23 mai lance la consolidation des acquis. Le président l'a dit. Ce qui lui permet
de se lancer dans des perspectives nouvelles, avec une devise qui est désormais la sienne. On démarre ce mandat, il démarre ce mandat donc avec cette devise qui est devenue la sienne, qui constitue son guide dans le cadre de ce quinquennat: liberté, démocratie et bonne gouvernance. Quand vous mettez les trois ensemble, c'est la même chose. C'est la même chose. Il ne peut pas avoir bonne gouvernance sans liberté, sans démocratie. Mais la bonne gouvernance veut dire également que si des gens troublent l'ordre public, on leur applique la loi. Pourtant, on parle de consolidation de l'unité nationale. Il a dit, par exemple. Mais consolider l'unité nationale veut dire laisser les délinquants détruits, cassés, brûlés. C'est ça? Il peut y avoir des citoyens qui perdent les repères. Entre-temps, il faut les ramener. Du coup, fermons les prisons, fermons les commissariats, fermons tout. Et bon, disons, bon voilà, nous sommes un pays où, voilà, ils vont perdre des pédales, ils vont brûler la maison des gens, il faut violenter, il faut vandaliser. Et puis ils ont perdu la pédale. Bon, c'est ouvert, ils vont rentrer. Vous avez vu ça? Même les scènes sécurité nous parlent de la GN ou bien de purgatoire. Pourquoi Dieu ne dit pas que, bon voilà, ils se sont égarés, je les accueille dans mon céleste royaume. Et puis bon voilà, pourquoi on doit passer par le purgatoire? C'est quand même pas normal. On doit recevoir le juste salaire de ses actes. Donc, ceux qui s'égarent doivent être considérés comme des égarés. S'ils se répandent, ils vont réintégrer la famille. Nul ne veut la mort du pécheur. Encore faut-il qu'ils se reconnaissent. Donc, qu'ils fassent le repentir dans le cadre de ce nouveau quinquennat. Liberté, démocratie et bonne gouvernance. Désormais, il faut qu'on apprenne le lien entre les trois et surtout qu'on voit l'imbrication. Pour moi, quand vous écoutez, les trois font de pair. Mais l'élément central des trois, c'est la bonne gouvernance. La bonne gouvernance indique quoi? Que dans une démocratie, chacun est libre sans doute de faire ce qu'il doit faire. Mais force doit rester à la loi. L'état de droit. Et quand vous retournez à notre constitution, déjà dans le préambule, on a déjà parlé du peuple, sur l'attention à l'état de droit. Mais l'état de droit, c'est force reste à la loi. Les gens disent, oui, le gouvernement, on va transformer le gouvernement des droits, de la loi, la force de la loi. Non, la démocratie. Ne tournons pas autour du pot, c'est la dictature de la loi. Ça, il ne faut pas avoir de la pudeur pour le dire. C'est la dictature de la loi. Vous savez que quand on parle de dictature, ça... C'est la dictature de la majorité. Ça gêne quand même. Ah oui, ça gêne les gens des hypocrites. C'est la dictature de la majorité. Et c'est cette majorité qui fait la loi. Il faut prendre en compte la minorité. Non, ça c'est du bavardage. C'est du bavardage. Puisque, de toute façon, c'est la majorité qui vote. Si la minorité vote, ça veut dire qu'on rentre dans l'unanimisme pour que tout le monde déplore. Donc, c'est la majorité qui vote. Vous écoutez la minorité, d'accord, vous analysez, mais c'est vous qui votez en dernier ressort. C'est la dictature de la majorité. La majorité transforme sa vision en droit dans le Parlement et ça s'impose à tous comme loi de l'État. Est-ce qu'on peut garder ça comme ça? Regarde, les réalités ne sont pas bornées, rien n'est statique. Tout change, tout évolue. Dans 5 ans, ça va changer. Aucune loi n'est figée. Rien ne doit être statique. Le monde évolue. La technologie évolue. Les temps changent. Les lois peuvent changer et suivre l'évolution. Si chacun peut comprendre cela et rester à sa place, Robien Henry, chers téléspectateurs, auditeurs, si chacun peut rester à sa place et comprendre que c'est de ça que ça évolue, je vous jure que notre pays va avancer énormément, inexorablement vers le développement. Parce que les signaux sont là, les lignes sont tracées, la voie est déblayée, normalement. Mais si on doit utiliser les réseaux sociaux pour corrompre la jeunesse, pour abuser de la naïveté des plus faibles, quand on va payer des prébendes à des gens moralement faibles, des désœuvrés, des drogués, on leur prend encore de l'argent pour être brûlés, cassés, pillés. Il faut dire que les égarés, il faut les introduire, non? Il faut les juger. Il faut juger. Les repentis, il faut les recueillir. Il faut les accueillir, les recueillir. Et aider à leur intégration. Les jusqu'au boutiste. Il faut les amener là où ils doivent être. Pour que les autres aient la liberté
de travailler pour la démocratie dans le cadre justement de cette bonne gouvernance. Justement, la devise du chef de l'État, liberté, démocratie et puis bonne gouvernance, pour certains, ça vient quand même, est-ce que c'est un complément à notre fraternité reconnue par tous, fraternité, justice, travail, parce que d'aucuns, est-ce que également c'est une nouvelle réponse à ceux qui pensent que le gouvernement du président Patrice Talon fait d'abord du développement et puis la démocratie après? Est-ce que bonne gouvernance c'est développement seul? Est-ce que démocratie c'est gouvernance? Liberté, démocratie, bonne gouvernance. Vous voyez une primauté de démocratie, de développement, quelque chose. Donc, il faut que les Béninois aillent de l'avant. Je pense qu'il faut qu'ils oublient les préjugés. Là maintenant, rien, dans les 7 là, vous ne voyez pas de démocratie. Or, la bonne gouvernance induit quoi? C'est ça que je viens de dire. Il ne peut pas avoir gouvernance sans travail. Il ne peut pas avoir bonne gouvernance sans juste sanction des gens, des choses. Vous faites bien, on vous récompense. Vous faites mal, on vous sanctionne. Je vous ai dit, la sanction fait partie de la gouvernance. À quoi servent la justice? Les 3 piliers de l'état de droit, de la démocratie, dans le système démocratique, c'est quoi? C'est l'exécutif, c'est le législatif et c'est le judiciaire. Bon, les médias se disent qu'ils ont un pouvoir, ils ont un pouvoir pour impacter, ils n'ont pas les moyens de leur pouvoir, donc du coup on les met de côté d'abord. Mais on prend les 3. On prend les 3. Alors, où est le développement? C'est quand les 3 travaillent en bonne intelligence qu'on aboutit au développement. Donc, celui qui parle de la dictature du développement n'a pas menti. Et on n'a pas besoin de le proclamer. La bonne gouvernance doit conduire au développement. La bonne gouvernance doit conduire au développement. Dans la mesure où chacun a sa place doit faire ce pourquoi il est là, dans le cadre des règles établies et régulièrement mises en œuvre. Or, qui met les règles en œuvre? Qui établit les règles? Le Parlement et le pouvoir public et l'exécutif. Qui les met en œuvre? Le pouvoir, l'exécutif et peut-être le pouvoir judiciaire qui juge, qui ramène à l'ordre. Donc, vous regardez aujourd'hui le pouvoir judiciaire, il est en plusieurs phases. Il y a la justice constitutionnelle, il y a la justice administrative, il y a la justice judiciaire, il y a la justice des comptes. Donc, quand vous regardez le pouvoir judiciaire, il est assez ouvert, il est en couloir. Donc, chaque justice, chaque pouvoir judiciaire dans son entre contribue au développement, à l'essence du développement. Parce qu'il dit du droit. Non, l'État, tu as tort ici, ramène l'individu à ça. Non, l'individu, tu as tort, ramène, et ainsi de suite. Donc, ne pensez pas que c'est une nouvelle devise. C'est la devise, c'est la manière dont le président de la République pense tenir le pays pour aboutir à la devise de l'État, fraternité, justice et travail. Voilà. Donc, la bonne gouvernance, c'est la justice. Je viens de le dire. Et donc, ça nous conduit naturellement à une vie fraternelle. Alors, vous ne pouvez pas atteindre la bonne gouvernance sans le travail. Je l'ai dit tantôt. Donc, ce que les gens revendiquent, liberté et démocratie, ne se fait pas sans règle. Dans un état de droit, il faut relire les premiers articles de la Constitution. Je pense que pour bien comprendre le chef de l'État, dans sa nouvelle devise à lui pour le quinquennat, il faut lire notre Constitution des préambules jusqu'à l'article 35, 37, 38, il me semble. Je pense qu'il faut lire ça. Et quand vous l'aurez lu et compris, vous comprendrez les imbrications de la liberté, de la démocratie, dans la bonne gouvernance. Et vous comprendrez que fraternité, justice, travail, c'est un État bien gouverné, avec des citoyens qui travaillent, qui prennent le travail comme une notion sacrée, en vivant, en se disant nous sommes tous des frères, parce que nous sommes frères, nous devons travailler au développement de notre pays dans une ambiance de justice. Voilà. Donc, est-ce que c'est différent de liberté, de démocratie et bonne gouvernance? Je pense que c'est une déclinaison, une manière de montrer le chemin aux sachants, à ceux qui savent. C'est pas, quand c'est dit tout de suite, c'est vrai, le commun de Benoît ne peut pas comprendre. Il faut lire, il faut retourner à notre Constitution et voir le sens de chaque mot dans l'achalandement des articles dans la Constitution, depuis le préambule, et vous comprendrez la profondeur de cette devise
Et là où le président veut nous conduire, le respect des textes. La liberté, oui, mais liberté dans le cadre des lois de la République. Dans le cadre des lois et règlements dont la vie s'est donnée. Donc, nous sommes tous. Il va veiller, il a pris ses mains pour veiller à la liberté. La liberté, elle est à la limite, elle est à la fois individuelle que collective. Alors donc, elle est à la fois politique que civile. Elle est aussi industrielle. Elle est aussi culturelle. Et donc, la liberté... Il y a beaucoup de paramètres. Les gens parlent de liberté comme des données, des acquis purement personnels, donc égocentriques. Si l'égocentrisme s'invite dans la République, ça devient la loi d'Italie, on n'est plus dans une République, on devient dans une jungle. Mais on se pose, Agapit Napoléon Mafori, quand vous qui êtes consultant politique, expert électoral, on se pose la question justement. Vous savez que lors du premier quinquennat, on a vu quand même, on a facilité un peu la tâche aux partis politiques parce qu'on voudrait bien que les partis politiques animent la vie publique, que les partis politiques ne désertent pas l'univers politique et laissent cet univers-là pour des acteurs qui n'y ont pas droit. Mais pour ce second mandat, est-ce que nous devrons avoir donc la constance dans cette place, en fait, donc aux partis politiques, ou bien vous rêvez encore plus d'animation de la vie publique par les Moi, je rêve de rien. J'ai lu le discours présidentiel. Oui. Je ne rêve absolument de rien. Je rêve simplement que nous donnons le pouvoir à quelqu'un, et quelqu'un de très lucide, de très généreux, de très disponible, de très courageux comme celui que nous l'avons, que nous puissions le suivre, l'aider, l'accompagner. Ceux qui sont d'accord. Mais vous savez que tout le monde ne peut pas l'accompagner. Si, tout le monde peut l'accompagner. Tout le monde peut l'accompagner. Même les opposants. Tout le monde doit l'accompagner. J'ai dit. Quand un opposant l'accompagne. Attendez. Ceux qui sont d'accord avec sa politique doivent suivre, doivent l'accompagner dans la mise en œuvre. Ceux qui ne sont pas d'accord doivent l'accompagner dans la déclinaison d'alternatives crédibles. C'est ça. Celui qui agit peut se tromper. Mais si vous dites qu'il est imbécile, c'est un humain, je ne sais pas, dites-lui là où il se trompe. Et dites-lui ce qu'il aurait dû faire. Ce que vous aurez dû faire à sa place. Ce que vous ferez si vous étiez là. C'est ça l'opposition. La République, ce n'est pas l'opposition dehors et les mouvanciers dedans. Donc accompagner un pouvoir, accompagner un chef de l'État. Quand il dit qu'il est le président de tous les Béninois, il n'a pas dit je suis le président des mouvanciers. C'est le problème de tous les Béninois. Mais tous les Béninois ne sont pas tenus d'être d'accord avec le programme d'action du gouvernement. Mais ils doivent l'accompagner dans cette mise en œuvre avec leurs critiques constructives, comme on le dit, les alternatives. Et c'est la raison d'être de l'opposition. Donc, l'opposition doit être une opposition républicaine. Pas l'opposition qui cache, qui brûle, qui invite à l'incivisme, qui demande qu'on tire sur les forces de sécurité. Non, ce n'est pas cette opposition-là. Ce n'est pas l'opposition qui reste dehors, envoie des voyous et parle de milice du gouvernement. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'opposition égocentrique. Ce n'est pas l'individualisme exacerbé des gens qui sont mus par leur passé et qui ne sont hantés que par ce passé. L'opposition, c'est des critiques, c'est des alternatives. C'est du... Donc, aujourd'hui, on a un chef de file de l'opposition, on attendra de lui beaucoup. C'est pas que lui n'est pas le patron des opposants. Chaque opposant doit pouvoir sortir. Or, quand vous constatez, les opposants, c'est des injures, c'est la négation des lois, c'est le refus de reconnaître à chacun sa place. Ça, c'est plus une opposition. C'est un appel à l'anarchie. Donc, vous comprenez que soutenir, enfin, accompagner ne veut pas dire soutenir. Accompagner, c'est donner ces nuances quand il y a nuances, les alternatives quand on peut le donner, ou alors soutenir clairement quand vous pensez que l'option est en faveur de ce que vous voyez venir. Et donc, ce n'est qu'au bout de ça, que dans 2 ans, lors des élections législatives, l'opposition dira, voilà ce que moi, je pense faire de mieux que Patrice Talon pour l'horizon 2023-2026. Nous avons 2 grandes échéances. On a l'horizon 2023. L'horizon 2023 impactera 2026 parce que le parrainage est là. L'une des grandes réformes, réforme majeure, centrale, importante de ce quinquennat, c'est le parrainage. Et le seuil de représentativité. Le seuil de représentativité va jouer déjà pour 2023. Mais
ça va impacter 2026 par le nombre de députés que chacun aura. Et donc, c'est le moment pour les gens donc, de se mettre à l'œuvre. S'ils jouent encore à la politique de la chaise vide, ça se passera sans eux. Je pense qu'ils ont intérêt à reprendre le discours présidentiel, un discours succinct, mais dense. Il leur appartient de le prendre, qu'on soit UP, BR, PRD, Moël Bénin ou IDBN, ou alors qu'on soit FCBE, démocrate, MPL, DUD ou quoi encore d'autre. Chacun doit pouvoir récupérer le discours du président de la République qui entre en fonction. C'est un discours national, c'est un discours qui impacte toutes les composantes. Chacun doit le relire, tirer ça, ce qui nous concerne, et se préparer pour les prochaines échéances. Et les prochaines échéances, sans doute, c'est la formation du gouvernement qu'il faut attendre pour le début de la semaine. Tout à fait. On a un long week-end de Pentecôte, et donc... il faut attendre mardi. On aurait dû attendre, voilà, le gouvernement aurait pu faire, mais selon les informations, puisque tout le monde est quand même c'est un long week-end. Tout à fait, puisqu'il y avait des rejoussances populaires aussi. Il ne faut pas perturber le bureau de l'Assemblée nationale. Eux aussi, ils sont de la famille. Donc, selon les informations glanées ici et là, il faut attendre le gouvernement durant le courant de la semaine, mardi, mercredi ou... En tout cas, dès mardi, on peut commencer par y aller. Puisque la semaine reprend mardi, donc mardi, mercredi. Très bien, très bien. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Maforican, expert en gouvernance, consultant médias et communication. Vous êtes notre consultant politique à ETélé. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi donc votre décryptage. Bonne suite de célébration à vous. Agréable agréable week-end à chacun et à tous.